Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la thérapie transgénérationnelle. C'est un des outils qu'on utilise aujourd'hui fréquemment dans certains cas de problèmes, de maladies, de vie bloquée. Une vie bloquée, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas ni à se marier par exemple, ni à avoir d'enfants, qui n'arrivent pas à faire leur vie. Et on utilise donc cette thérapie dans de nombreux cas et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors comme son nom l'indique, transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est une thérapie qui va aller rechercher ce qui s'est passé au niveau du clan familial. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes tous, les êtres humains et aussi d'ailleurs les animaux, si on peut se comparer à eux, nous sommes tous des êtres grégaires et nous vivons en général au sein d'un clan familial. Qu'il soit restreint ou qu'il soit élargi, c'est toujours l'homme, si vous voulez, est la résultante d'un clan familial. C'est-à-dire, il est dépendant de toutes les générations qui l'ont précédé, même s'il a parfois l'impression qu'il est seul, il a souvent d'ailleurs l'impression qu'il est seul, eh bien, en réalité, c'est faux parce qu'il s'inscrit, si vous voulez, toujours au niveau d'une lignée familiale. Et donc, c'est une thérapie qui va aller élargir simplement le problème de la personne qui vient avec un symptôme ou une maladie ou des angoisses, une dépression, enfin, quel que soit le symptôme. Parfois, il est très intéressant et essentiel même d'aller rechercher en amont ce qui se passe. Alors, comment est-ce que ça se présente? Alors, le fait que, si vous voulez, que nous soyons des animaux, entre guillemets, grégaires, plutôt des êtres humains, c'est parce que, en réalité, l'homme ne peut pas survivre seul dans la nature. Ça lui est extrêmement difficile. Alors, il doit toujours se rattacher à une famille. Pourquoi? Parce qu'il est en danger s'il est seul. Et donc, il fait toujours partie en réalité d'un tout, même s'il ne s'en rend pas compte toujours. C'est-à-dire, il a eu toujours des ascendants, il a eu des générations entières qui se sont succédées et il est la résultante de ces générations et surtout de cette histoire de ces générations. Hein. C'est un petit peu comme dans la Torah, on nous parle des générations qui se sont succédées. Eh bien, si vous voulez, quand on va rechercher ce qui s'est passé dans le passé du patient, justement pour donner un sens à sa vie, pour comprendre le sens qu'il est en train d'exprimer par rapport à son passé. Alors, il y a énormément de cas différents, évidemment. Il y a des gens qui sont entourés d'une famille et il y a malheureusement des gens qui sont beaucoup moins entourés de famille. Il est vrai que malheureusement avec tout ce que les Juifs ont subi, il est très difficile parfois de retrouver des membres de la famille et de comprendre ce qui s'est passé dans le clan familial. Et je reçois beaucoup de patients qui m'expliquent qu'effectivement, après la Shoah, après des pogroms, après des guerres, etc., ils sont restés pratiquement ou seuls, ou alors très isolés, ou alors avec très très peu de famille. Donc pour nous les Juifs, c'est encore plus difficile de rechercher les racines familiales. Mais seulement c'est très important, c'est très utile et très souvent c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on ne peut pas libérer, si vous voulez, de leurs problèmes, tant qu'on n'a pas été chercher ce qui s'est passé dans le passé. Et évidemment, ce n'est pas tous les patients, mais on se rend vite compte, quand on a des patients, des cas de patients, on se rend assez rapidement compte, quand on a l'habitude de la thérapie, évidemment, autrement on ne s'en rendrait peut-être pas compte, mais on sent tout de suite qu'il y a quelque chose à rechercher au niveau de la famille du patient. Alors, comment rechercher? Je reçois souvent des patients qui me disent « Écoutez, vous me posez des questions au niveau de ma famille, mais je vous dis tout de suite, moi, je ne sais rien. J'ai perdu la plupart de ma famille, ou alors, je suis déjà âgée, tout le monde a disparu, ou plus ou moins, je suis pratiquement
seul, etc. Donc je ne sais pratiquement rien. Eh bien, vous allez vous rendre compte, d'ailleurs, c'est très intéressant, qu'en réalité, tous ces gens-là, tous les gens en général, ont reçu des bribes de l'histoire familiale. C'est-à-dire, ils ont entendu, ou ils ont su, ou ils ont découvert, et c'est souvent logé, non pas forcément toujours dans leur conscient, mais parfois dans l'inconscient, souvent dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une recherche à faire pour retrouver ces bribes et comprendre qu'est-ce que le patient est en train d'exprimer aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de façons de procéder et surtout, il y a énormément de cas, tous différents, mais qui prennent un sens, justement, quand on va chercher dans le passé. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Quand vous voyez des patients, quand vous commencez à travailler avec eux sur leur histoire familiale, vous allez comprendre à quel point c'est important de faire cette recherche. Alors, pourquoi ? Parce que, si vous voulez, nous sommes, en tant que descendants et en tant que faisant partie d'un clan familial, nous sommes redevables à cette famille, si vous voulez. Nous avons des liens qui nous rattachent à cette famille. Et ce sont des liens très forts, même si nous n'avons absolument pas conscience. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'homme occidental, la femme, pareil, est souvent isolé. Ça veut dire que les gens ne vivent plus dans des clans familiaux, ils vivent d'une manière isolée. Ils ont leur petit appartement avec leur famille très, très restreinte et ils sont assez coupés du clan familial. Mais si vous voyez la vie des personnes qui vivent encore dans un milieu traditionnel, vous vous apercevrez que les gens vivent au milieu de leur clan, voyez ? Et donc, vous verrez que les familles sont toutes réunies, c'est-à-dire il y a plusieurs générations, il y a aussi le clan élargi, avec les cousins, etc. Bon, tout ce qui peut se présenter comme famille autour de la personne. Nous avons un petit peu perdu ça dans le monde occidental. Chacun vit dans son F2, dans son F3, seul, avec son mari ou avec ses enfants, et bon, la famille est réduite. Mais si vous voulez, quand vous allez commencer à rechercher au niveau du passé, vous allez comprendre que justement ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nous avons une fidélité familiale inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une fidélité familiale inconsciente, c'est quoi ? Ça veut dire qu'inconsciemment, nous faisons tout pour être fidèles à notre clan familial. C'est-à-dire, quand nous sommes nés, nous avons hérité de certaines données, si vous voulez, inconscientes ou conscientes parfois. De la même façon que nous avons eu, par exemple, les yeux bleus ou les yeux verts ou les yeux noirs, nous avons hérité aussi de données qui se rattachent à notre clan familial. Et nous en sommes le produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard en réalité. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons reçu un héritage familial. Et si on pouvait voir, si on avait pu enregistrer par exemple avec une caméra, comme ça sera peut-être le cas dans le futur, des vies, si vous voulez, sur plusieurs générations, eh bien ça serait vraiment, et ça sera vraiment extraordinaire parce que on pourra revoir, aujourd'hui on n'a pas ces données-là, mais on pourra voir même au niveau de la ressemblance des gens, des choses passionnantes, c'est-à-dire on verra que le petit enfant qui vient de naître, eh bien il ressemble à l'arrière-grand-père ou il ressemble à l'arrière-grand-oncle. Aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe, ça veut dire ça nous arrive sur 2 ou 3 générations de dire ce bébé-là il ressemble à son grand-père ou bon voilà, c'est quand même un peu limité on va dire. Mais en réalité, avec les moyens d'aujourd'hui, on pourra faire des films et arriver à retracer beaucoup plus facilement les ressemblances et comprendre ce que nous tenons de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réparations ? Pour revenir aux réparations, c'est-à-dire qu'en réalité, dans notre vie, il n'y a pas de hasard. Ça, on le sait dans la Torah, on le sait dans la Yahadut, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Akadosh Baruch Hu dirige tout. Mais si vous voulez, quand on est dans la thérapie, on s'aperçoit qu'il y a aussi, que c'est vraiment un domaine où il n'y a aucun hasard. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que même si nous croyons être libres, nous ne le sommes pas vraiment. C'est-à-dire, par exemple, au niveau, comment d'abord est-ce que les gens vont réagir ? Eh bien, ils vont souvent être en réparation. Qu'est-ce que ça veut dire en réparation ?
Eh bien, ça veut dire que nous allons essayer de réparer ce qui s'est passé au niveau de notre clan familial. Voyez ? Alors, vous allez me dire, eh bien, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est simple. Et nous sommes comme programmés. C'est-à-dire, nous allons réparer sur plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau des prénoms. Eh bien, moi, je commence toujours avec mes patients par rechercher le nom et le prénom, la signification des noms et des prénoms. Et très souvent, il m'arrive, si vous voulez, de viser droit au but en travaillant tout de suite sur le nom et le prénom de la personne parce que, grâce à ça, on voit à qui la personne est reliée. Hein. Par exemple, si je porte le prénom de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est ainsi que je me relie au clan familial. Et parce que j'ai entendu parler de ces gens, même si je ne les ai pas connus, eh bien, je sais que je suis reliée à eux. Donc, si vous voulez, quand on commence par travailler sur le nom et le prénom de la personne, eh bien, souvent, on arrive à débusquer, si vous voulez, une histoire familiale, parce qu'on trouve le lien. Hein. Si je porte, par exemple, le prénom de mon grand-oncle, eh bien, on va aller voir quelle a été la vie de ce grand-oncle ou ce grand-père et en quoi ça me concerne. Parfois, ça me concerne très fort. Alors, en ce qui concerne les réparations, si vous voulez, on va comprendre de quoi il s'agit. Donc, je dis, on peut réparer déjà par le prénom, parce qu'il y a des choses, il y a énormément de significations au niveau du prénom. Hein. Les prénoms ont un sens. Par exemple, si je m'appelle René, hein, on va rechercher qu'est-ce que ça signifie, René. Ça veut dire qu'il y a eu des morts dans la famille, et moi, je suis René. Je suis née une seconde fois, voyez. Donc, quand vous allez rechercher des choses comme ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez arriver à faire des liens très, très, très intéressants. Voyez ? Vous allez aller pouvoir chercher, par exemple pour ce prénom, ou Sylvie, est-ce qu'il vit ? Voyez ? Vous allez aller chercher des racines familiales. Et donc, vous allez arriver à élargir en fait la thérapie. Alors, vous avez des prénoms très signifiants, et par exemple, si vous avez un prénom comme Victor, etc., si vous voulez, ça vous donne des pistes de recherche. Et je ne vais pas rentrer là dans les détails parce qu'il nous faudrait 1 heure rien que sur si vous voulez, le travail des prénoms, sur les prénoms et les noms d'ailleurs. Parfois même les noms de famille sont très intéressants. Et ils nous indiquent les origines de la personne, ils nous indiquent de quel endroit ils viennent, etc. Mais on ne va pas s'appesantir aujourd'hui, peut-être qu'on consacrera une émission spéciale aux noms et aux prénoms. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a là une réparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une réparation ? Ça veut dire, si vous voulez, chaque personne essaye inconsciemment de réparer ce qui s'est passé au niveau de sa famille, au niveau des ancêtres. Réparer de plusieurs façons. Par exemple, si nous croyons que nous sommes libres au niveau du choix de notre métier, eh bien, c'est faux. Aucun métier n'est choisi par hasard, même si, disons, quand nous sommes jeunes, nous avons un éventail, a priori, de possibilités. On nous dit, selon ce qu'on a envie, ce dont on a envie, ou selon nos capacités, on nous oriente d'une façon ou d'une autre. Mais nous avons toujours, si vous voulez, un attrait particulier pour certaines professions. Hein. Il y a des gens qui vont vouloir être électriciens, il y a des gens qui vont vouloir être archéologues, il y a des gens qui vont vouloir, etc., explorer les fonds sous-marins. Et là, il n'y a aucun hasard. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, si vous voulez, nous sommes tous en réparation. Alors, comment est-ce qu'on répare au niveau du métier ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous recherchez un petit peu en détail, vous allez voir que tout a un sens. Alors voilà, par exemple, j'avais un dentiste comme patient. Eh bien, en recherchant un petit peu dans l'histoire de sa famille, en recherchant très peu en réalité, eh bien, on a trouvé que sa mère et sa grand-mère étaient complètement édentées. Voyez ? Donc, en fait, il y avait un sens à son métier. C'est pas simplement qu'il a choisi par hasard. Il m'a dit oui, on m'a dit tu es doué, tu vas faire médecine. Je voulais être médecin, puis après j'ai réfléchi, j'ai dit non, je vais être dentiste, d'accord ? Eh bien, je vais être dentiste. Pourquoi ? Eh bien, ça a un sens. Ça a un sens de la réparation familiale.
Étant donné que ma grand-mère et ma mère étaient édentées, parce que ça se passait au Maroc ou en Algérie ou dans des pays où les dents n'étaient pas tellement soignées à l'époque, eh bien moi, inconsciemment, je vais vouloir aider ma famille, même si cette grand-mère a déjà disparu depuis 50 ans, vous voyez, ou depuis 30 ans ou depuis 40 ans, eh bien je vais vouloir aider la famille. Donc, en étant dentiste, je vais pouvoir réparer les dents familiales. Vous voyez, ça c'est un exemple très fort où on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Alors vous allez me dire, je vais être un autre métier, et alors comment je vais réparer? Eh bien, si on rentre dans les détails, on verra qu'avec tous les métiers, on répare le passé. Vous voyez? Et ça, on peut rentrer dans les détails avec chaque patient. Souvent, nous faisons des recherches pour comprendre quelle est la signification de la réparation qu'il est en train de faire. Alors, je vais vous raconter encore d'autres choses. Par exemple, voilà, une femme qui était une femme de ménage. Et c'est extraordinaire parce que cette femme, si vous voulez, elle avait des diplômes. C'était une femme très intelligente et qui avait fait des études et qui disait qu'elle avait un certain blocage, elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrivait pas tellement à travailler dans son métier, vous voyez. Elle était avocat, elle avait fait vraiment des véritables études, elle avait étudié le droit, etc. Et elle ne pouvait pas travailler dans son métier, elle faisait des ménages. Alors, c'était quand même une question très embarrassante. Pourquoi est-ce que vous faites des ménages alors que vous avez des diplômes, que vous pouvez travailler à un niveau vraiment bien plus intéressant et puis bien plus rentable? Pourquoi est-ce que vous allez faire des ménages? Eh bien, cette femme ne pouvait pas répondre à cette question, c'était impossible. En réalité, quand on a recherché, eh bien, on a compris que cette femme, en réalité, avait été adoptée et elle ne connaissait pas ses origines. Et quelques années auparavant, elle avait recherché, si vous voulez, d'où elle venait, parce qu'il y a toujours une grande curiosité des enfants qui ont été adoptés, qui recherchent toujours leurs racines, leurs véritables racines, parce que pour eux, si vous voulez, ça prend tout son sens. Ils ont besoin justement de se rattacher, comme je l'expliquais au début, à leur véritable clan familial. Donc elle a recherché ses racines et elle s'est rendue compte qu'elle était la fille, elle a retrouvé la trace de sa mère, et elle s'est rendue compte qu'elle était la fille d'une prostituée. Et bien entendu, elle n'avait aucune notion de ça auparavant. Mais quand elle a compris ça, et c'était une histoire très tragique, eh bien, inconsciemment, si vous voulez, on a compris pourquoi elle faisait ses ménages. Pourquoi? Parce qu'il était essentiel pour elle de réparer la souillure familiale. Il fallait réparer. Même si elle ne le savait pas, si vous voulez, ça faisait peut-être, je ne sais pas, 20 ans qu'elle faisait le ménage, vous voyez, elle ignorait complètement ses origines familiales, elle n'avait aucune idée de tout ça. Mais inconsciemment, elle savait qu'il y avait une souillure familiale à réparer. Donc, elle était bloquée dans ce ménage. Et à partir du moment où on a travaillé là-dessus, on a compris qu'est-ce qui se passait, qu'elle était en train d'essayer de réparer lamentablement cette souillure, si vous voulez, pendant des années et des années, eh bien, il y a eu un switch dans son cerveau et elle a arrêté de faire le ménage et elle a recommencé, elle s'est remise au niveau de ses études et elle est rentrée dans un cabinet juridique pour travailler, pas forcément comme avocat, mais elle devait se remettre à niveau au bout d'une vingtaine d'années de ménage. Eh bien, si vous voulez, le switch s'est fait très rapidement parce qu'elle a compris le sens de ce qu'elle était en train de faire. C'était une réparation transgénérationnelle inconsciente. Vous voyez? Donc parfois, c'est vraiment miraculeux. Le switch se fait très très vite et la transformation se fait très vite. Donc c'est très très utile. Je peux vous raconter aussi l'histoire de cet homme qui était un homme très intelligent, qui avait une cinquantaine d'années, qui ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant et ne pouvait pas construire sa vie. Alors, on a recherché avec lui, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé quel métier il fait, et il m'a dit, je suis maître nageur. Maître nageur, ça m'a beaucoup surpris.
En général, le profil d'un maître nageur, c'est bon, quelqu'un qui est bien musclé, qui est fort, qui adore le sport. Mais lui, il ne correspondait pas du tout à ce profil. Alors, quand nous avons recherché dans son histoire, nous avons vu, j'ai vu qu'il avait fait aussi des études très poussées. C'était un intellectuel. Alors je lui dis, mais comment quelqu'un comme vous, à votre niveau, avait pu choisir d'être maître nageur? C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous adorez la natation? Et il m'a dit, pas du tout. Je n'aime pas la natation spécialement. Alors j'ai dit, mais attendez, vous êtes maître nageur quand même. Si vous n'aimez pas la natation, pourquoi vous faites ça? Ah, il m'a dit, je n'en ai aucune idée. Alors je lui ai dit, alors en plus, comment vous gagnez votre vie? Il m'a dit, je gagne très très mal ma vie. Vous imaginez, maître nageur, c'est 3 mois par été. En hiver, ça ne marche pas bien du tout. Donc, je gagne très mal ma vie, etc. Alors, je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble sur son problème. Nous avons recherché un petit peu dans sa vie ce qui se passait. Il avait eu une histoire familiale un peu agitée, mais enfin, il n'y avait aucune trace de la réparation familiale, si vous voulez. Alors, je lui ai posé une question très intéressante. Je lui ai demandé s'il y avait eu un drame dans sa vie. Et alors là, ça lui a pris environ 5 secondes pour répondre. Il m'a dit, mais bien entendu qu'il y a eu un drame dans ma vie. J'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, eh bien voilà, c'était à Tisha B'Av, dans les années 60. J'avais un oncle qui était quelqu'un de très connu, un grand médecin, un grand professeur, qui est parti pour s'acheter un bateau. Il habitait à Marseille et il avait envie comme il avait des gros moyens, il avait envie de s'acheter un très beau bateau. Il adorait la mer. Donc il est parti avec sa femme et un équipage dans ce bateau. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'était le jour de Tisha B'Av. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé, mais le bateau dans lequel ils avaient pris place a sombré. Et donc, il y a eu... donc, mon oncle a disparu, sa femme aussi, et aussi, je crois, 2 hommes d'équipage. Il y a seulement 2 hommes d'équipage sur les 4 qui ont revécu, qui ont été sauvés, qui ont vécu. Et les autres, malheureusement, ont disparu. Et cet homme, ce grand professeur, laissait évidemment des orphelins, et c'était donc les cousins du patient en question. Et alors là, on a tout de suite compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça faisait peut-être 20 ou 30 ans que cet homme de 50 ans était en train d'essayer de faire inconsciemment une réparation transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il essayait toujours de sauver son oncle et sa tante qui avaient disparu en mer, voyez ? C'est-à-dire, c'est une histoire qui datait d'environ peut-être 35 ans, puisque lui était petit à l'époque, il avait une dizaine d'années, ou 40 ans même. Eh bien, si vous voulez, ce choc l'avait touché en plein cœur, on va dire, plutôt en plein cerveau. Il était resté bloqué sur ce problème, sur ce drame, et depuis... sa vie se passait à essayer de réparer, vous comprenez ? Réparer le drame. Et donc, comment réparer un drame pareil ? En étant maître nageur, en essayant de sauver ces gens de sa famille qui s'étaient noyés. Vous comprenez ce que ça veut dire ? La fidélité familiale inconsciente. Et évidemment, il n'avait jamais fait le lien. Et quand on a fait le lien, ce patient s'est senti beaucoup mieux. Et il a pu enfin commencer à faire sa vie. Dieu merci, après il a pu se marier et il a pu commencer à construire sa vie en conscience, alors qu'avant il était dans l'inconscience absolue. Alors il y a énormément d'histoires, si vous voulez, où on peut comprendre ce qui se passe. C'est non seulement des vies bloquées comme celle-là, par exemple, mais ça peut être aussi, par exemple, des histoires de symptômes, symptômes médicaux par exemple, soit des symptômes, des maladies, etc. Et il faut comprendre que parfois les maladies ne nous appartiennent pas du tout. On les a héritées du clan familial, voyez ? Par exemple, si mon arrière-grand-père a eu du cholestérol, mon père a eu du cholestérol, moi je vais avoir du cholestérol. Pourquoi ?
Alors les gens me disent c'est génétique. Je leur dis non, c'est pas génétique, mais vous avez certainement hérité du conflit du cholestérol. Et c'est pour ça que vous en avez. Ça veut dire par fidélité familiale, consciente ou inconsciente, eh bien vous vous rattachez au clan familial, tout simplement, tout naturellement. Ça veut dire que vous allez dire ah bon ben mon père a eu du cholestérol, eh bien j'adopte si vous voulez le même conflit que mon père, inconsciemment évidemment. Donc le conflit se transmet de génération en génération et moi aussi je vais avoir du cholestérol. Vous voyez, c'est valable pour beaucoup de maladies. Et quand la médecine nous dit que c'est génétique, que c'est le corps qui est déjà prêt à être comme ça, disons que ce n'est pas toujours le cas. Hein. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, on arrive, si vous voulez, à complètement guérir les gens d'un symptôme particulier, justement en allant chercher dans cette thérapie transgénérationnelle. Alors, comment on fait? Eh bien, j'ai eu un patient qui s'appelait Marcel, et il m'a dit qu'il est venu, si vous voulez, pour consulter parce qu'il avait un symptôme très spécial que la médecine n'avait pas vraiment réussi à très bien soigner, ou même pas vraiment, et dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agissait? Eh bien, cet homme, Marcel, avait les mains moites, très souvent. C'est-à-dire, dès qu'il était un peu stressé, ou angoissé, ou nerveux, fatigué, etc., qu'il était un peu en déséquilibre, on va dire, émotionnel, il avait les mains moites, non seulement moites, mais il transpirait des mains. C'est-à-dire ses mains se couvraient de sueur, elles étaient trempées, et très souvent ça le gênait. Je veux dire, c'était une gêne permanente pour lui. Alors, bon, il m'a dit, je prends des cachets, ça m'aide un peu, mais pas beaucoup. Vous l'avez trouvé un médicament qui était censé l'aider, mais bon, c'était pas définitif, on va dire, il n'arrivait pas à se débarrasser de ce symptôme. Alors, nous avons recherché avec lui ce qui s'est passé dans sa famille. Ah, il m'a dit tout de suite, écoutez, moi je sais presque rien de ma famille, je ne sais pas. Je lui ai dit, ben alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Non, mais je ne sais rien du tout. Vraiment, j'ai très peu de données, je ne sais pratiquement rien. Je lui ai dit, bon, ben on va voir si vous savez ou si vous ne savez pas. Parce que si vous voulez, le cerveau, cet ordinateur merveilleux, enregistre en fait toutes les données. Donc nous savons souvent, pratiquement tout le temps, beaucoup plus de choses que nous l'imaginons. Je lui ai dit, on va voir, on va réfléchir avec vous si vous savez ou non quelque chose. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que votre père avait ce même symptôme? Et il m'a dit, non, pas du tout. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait ce symptôme dans la famille? Il m'a dit, peut-être mon grand-père. Et je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'il faisait, votre grand-père? Quel était son métier? Il m'a dit, mon grand-père, eh ben, c'est simple, il était boxeur. Je dis, boxeur? Et je suis restée interloquée. Et il m'a dit, oui. Ben, je lui ai dit, vous ne voyez pas le rapport? Et il m'a dit, non. Ben, j'ai dit, c'est simple. Un boxeur, il porte des gants énormes, et quand il est dans le match de boxe, il est stressé, il est angoissé, il donne des coups, il reçoit des coups. Donc, si vous voulez, sa peur, son angoisse, et en même temps, elle se transmet certainement au niveau des mains. Ce sont les mains qui sont en premier lieu, si vous voulez, qui sont intéressées dans cette histoire de boxe. Et il doit transpirer dans ses gants de boxe. Eh bien, ce patient, je vous assure, il était interloqué. Il m'a dit, vous voyez, je n'ai jamais fait le rapport entre le fait que mon grand-père était boxeur et le fait que moi, 2 générations après, j'ai ce problème de mains trempées et de stress au niveau des mains. Vous voyez? Eh bien, c'était très simple en fait. Il fallait juste faire le lien significatif, le lien signifiant, et c'était pour lui, ça a été pour lui une libération. Vous voyez? En plus, il portait le même prénom que son grand-père, qui s'appelait Marcel aussi. Donc, il était vraiment en lien familial avec lui, très proche, hein, et il avait reçu en héritage ce symptôme. Donc, il se rattachait à son grand-père directement, voyez. Bon, des histoires comme ça, il y en a énormément, et j'en raconte d'ailleurs beaucoup dans le livre que j'ai écrit. Et donc, on retrouve, si vous voulez, ce problème à énormément de niveaux. Alors, parfois, c'est un mal-être qui s'exprime. Je vais vous raconter encore une histoire à ce niveau-là.
c'est une jeune femme qui s'est adressée à moi, qui s'appelait Victoria. C'était une jeune Russe d'environ 35 ans, et elle était dans un très grand malaise, une angoisse, surtout une angoisse au niveau de ses grossesses. À chaque fois qu'elle était enceinte, c'était la panique, et quand elle accouchait, c'était aussi la panique, surtout après l'accouchement, etc. Alors, on a été rechercher automatiquement parce que c'est quelque chose que je fais très souvent, voir ce qui s'est passé, si vous voulez, aller faire un peu une radiographie de la famille, qu'est-ce qui s'est transmis, si vous voulez, là-bas. Bon, évidemment, moi je vous résume les histoires, mais souvent ce sont des histoires qui prennent 2, 3, 4, 5, parfois 10 séances pour arriver vraiment au but de trouver quel est le lien entre le symptôme d'aujourd'hui et le véritable problème familial, si vous voulez. Eh bien, on est arrivé à ce problème-là, qui est qu'en Russie, il était très mal vu d'avoir des enfants. Hein. On avait un enfant, c'était vraiment, disons, le summum de la famille, un couple avec un enfant. Donc, si vous voulez, cette jeune femme elle a eu 6 enfants. Et à chaque fois qu'elle avait des enfants, elle n'était pas fidèle, si vous voulez, elle était non pas en fidélité familiale, mais en infidélité familiale. Pourquoi ? Parce que c'était une jeune femme qui habite en Israël, qui a fait Teshuvah, qui a compris qu'il est important de repeupler sa famille, on va dire. Et c'était très mal vu parce que, justement, du côté de ses parents et de ses beaux-parents, en Russie, on avait un enfant. Vous voyez ? 2, c'était le grand maximum. Et elle était en train de bousculer complètement, si vous voulez, les idées de la famille, la fidélité. Elle était infidèle à sa famille. Et en plus, nous avons recherché ce qui s'est passé, et elle m'a dit, moi j'ai 6 enfants, et vraiment, quelque part, ça ne va pas du tout, je suis en stress permanent. Eh bien, on a découvert, en recherchant avec elle, que sa belle-mère avait fait 3 fausses couches volontaires, des IVG plutôt, et sa mère aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait eu 6 fausses couches dans la famille, vous voyez ? Donc, elle, si vous voulez, elle était en réparation, et elle a voulu réparer cette famille. Donc, elle a eu 6 enfants. Elle était en réparation finalement de ce qui a été des drames familiaux, même si les intéressés ne le ressentaient pas de cette façon-là. Mais en tout cas, inconsciemment, elle le ressentait comme ça. Et donc, si vous voulez, ce stress qu'elle avait, ce très grand stress, venait justement de cette infidélité à sa famille, parce qu'à chaque fois qu'elle était enceinte, sa mère et sa belle-mère faisaient un peu la tête, disaient « Ah bon, encore une fois, etc. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir ton enfant ?» Bon. Et donc, elle rentrait dans un très grand stress, elle se sentait très mal. Et quand elle a compris qu'elle était en train de réparer sa famille, qu'elle était en train, si vous voulez, qu'elle avait vraiment réparé, qu'elle était en train de travailler là-dessus, eh bien, ça a été un soulagement merveilleux, un soulagement immédiat, vous voyez, parce que justement, elle a compris le sens de ce qu'elle était en train de faire. Donc, elle est sortie de ce grand stress, au contraire, et elle m'a dit, eh bien, finalement, vous voyez, elle s'appelait Victoria, et je lui ai dit, c'est toi qui es victorieuse aujourd'hui, c'est toi qui es dans le bon chemin. C'est pas ces idées de la Russie soviétique qu'on t'avait mis dans la tête, et donc c'est toi qui remporte la victoire. Et alors, elle était dans un soulagement complet, intense, on va dire, et elle se sentait beaucoup, beaucoup mieux. Donc, en fait, vous pouvez comprendre là qu'il y a énormément de cas qui sont dans lesquels on peut donner la clé. Il suffit de chercher la clé du problème, justement au niveau transgénérationnel, au niveau de cette fidélité familiale inconsciente. Parce que, si vous voulez, les enfants veulent toujours non seulement réparer, mais aider leurs parents, aider leurs grands-parents, reconstruire ce qui a été détruit, etc. Voyez, reconstruire ce qui a été détruit. Et il faut comprendre aussi que des phénomènes absolument épouvantables, comme par exemple la Shoah, ont donné énormément de conséquences
qui sont aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Il y a énormément d'enfants aujourd'hui et d'adultes qui sont directement impliqués, si vous voulez, dans ce traumatisme énorme. Je pense qu'on reviendra une autre fois sur ce problème de la Shoah, parce qu'il est passionnant et on peut comprendre énormément de troubles aujourd'hui, de névroses, de psychoses, etc., de maladies mentales à la lumière de la Shoah. Donc, si vous voulez, c'est une clé absolument fantastique qu'il faut utiliser obligatoirement. Et donc, je pense que c'est un outil absolument indispensable aujourd'hui dans la thérapie. Et il est un petit peu dommage d'ailleurs qu'on ne l'utilise pas systématiquement aussi bien en psychiatrie et dans d'autres, même en médecine, puisqu'on peut voir qu'il y a énormément de symptômes et de maladies qui sont directement issus, si vous voulez, de ces problèmes du clan familial. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui une thérapie qui est incontournable. C'est un outil thérapeutique absolument merveilleux qu'on a commencé à utiliser depuis les années 60 et qui aujourd'hui s'est beaucoup répandu. Et donc, je pense que en général, il faut toujours élargir, si vous voulez, la thérapie. Quand une personne vient vous voir en tant que thérapeute, vous êtes plus ou moins obligé d'aller voir ce qui se passe autour. Parce que justement, ce que je disais au début, l'homme n'est jamais isolé. Il est toujours le produit d'un clan élargi, d'une histoire familiale, de traumatismes familiaux, etc. L'homme, si vous voulez, c'est une pièce d'un puzzle. Et tant que vous n'avez pas retracé le puzzle dans son entier, ou en tout cas tous les fragments du puzzle qui peuvent être signifiants, eh bien, vous n'avez pas compris ce qui se passe. Vous voyez, quand on traite, par exemple, aujourd'hui les maladies en psychiatrie, souvent d'une manière fragmentaire, on va dire, on voit le malade, on le diagnostique, on lui donne des médicaments, etc., sans aller chercher ce qui s'est passé dans le clan familial, eh bien, on est, à mon avis, dans l'erreur. Parce qu'une grande partie de ces traumatismes qui ont conduit à ces maladies, par exemple psychiatriques, eh bien simplement sont si vous voulez, c'est le résultat de traumatismes qui ont eu lieu dans le passé, dans la famille de la personne. Et donc, à partir du moment où on peut élargir la recherche, eh bien, on arrive à guérir, à soulager, et en tout cas à faire prendre tout son sens aux problèmes qu'on voyait isolés et qui n'avaient pas de sens finalement.